Chers internautes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Jean-Loup Isambert. Bonjour Jean-Loup. Bonjour Raphaël et bonjour aux internautes du Cercle des Volontaires. Alors je précise aux internautes qui ne te connaîtraient pas encore que tu es journaliste et écrivain et tu viens de sortir le livre 56 aux éditions IS Éditions. Donc 56, tome 1, l'État français complice de groupes criminels. C'est un ouvrage qui aborde le thème de ces groupes criminels islamistes terroristes qui ont des liens avec le pouvoir politique français et notamment le pouvoir socialiste, mais pas uniquement. Puisque dans ton livre tu révèles que depuis la fin des années 80, le début des années 90, de nombreux criminels recherchés notamment par Interpol pour des attentats commis notamment en Tunisie mais aussi en Syrie se réfugient en France et en Allemagne et que les autorités françaises n'engagent aucune procédure à leur encontre. Voilà. Est-ce que tu peux commenter ce que je viens de dire, ces informations? Oui, non, tout à fait, c'est exact. En réalité, il y avait déjà des relations de longue date entre plusieurs services occidentaux, principalement les États-Unis, l'Angleterre et la France, qui existaient, mais c'est surtout à partir des années Mitterrand, lors de la première guerre contre l'Afghanistan, que se sont nouées des relations plus fortes avec ces groupes criminels. Alors, il faut savoir que l'épine dorsale de ces groupes criminels des pays du Maghreb et sur tous les pays du monde arabo-musulman, principalement de la religion musulmane du courant sunnite, puisqu'il y a plusieurs courants dans la religion musulmane et les sunnites sont bien évidemment les principaux. Remontent essentiellement ces relations à partir de 1982. C'est l'époque à laquelle le président Mitterrand, comme chef des armées, va ordonner le soutien aux groupes talibans qui mènent la guerre en Afghanistan contre la première république laïque d'Afghanistan qu'il s'agit de renverser et contre les armées de la Russie qui à l'époque sont venues au secours de cette république laïque. C'est présenté en Occident comme une guerre d'invasion et comme une guerre d'occupation de la Russie. En réalité, il s'agit de lutter contre les seigneurs de la guerre qui tentent de reprendre le pouvoir pour imposer leur domination religieuse et de reprendre le pouvoir bien évidemment à Kaboul. Et après, il y a eu d'autres périodes, et nous rentrons dans la seconde période de ces relations entre le pouvoir français, principalement à la suite de Washington, bien sûr, avec ces organisations des frères musulmans, qui sont les années 90. Alors, j'y reviendrai peut-être plus tard si l'occasion m'en est donnée, mais ces relations commencent d'abord par la protection de dirigeants des frères musulmans, principalement de la branche tunisienne de l'organisation criminelle des frères musulmans, qui sont réfugiés dans les deux pays d'Europe qui comptent les plus importantes communautés musulmanes, à savoir l'Angleterre et la France. Et il y a à l'époque en France des frères musulmans qui sont impliqués dans deux tentatives de coup d'État en Tunisie, puisqu'à l'époque les frères musulmans voulaient faire de la Tunisie la première république islamique du Maghreb, partant du principe que c'était le plus petit pays et que cela leur serait plus facile de renverser le pouvoir dans un petit pays. Et ces deux tentatives de coup d'État ont échoué. Et les frères musulmans donc qui sont à l'époque pourchassés par le pouvoir du président Ben Ali vont se réfugier principalement en Angleterre et en France. Et la France va ainsi abriter plusieurs des responsables de ces tentatives de coup d'État de 86 et de 90, alors que ceux-ci sont recherchés donc pour des actes criminels par l'Organisation internationale de la police criminelle, Interpol. Alors il faut savoir que déjà à l'époque, ces frères musulmans, tout en étant en France, ne respectent pas du tout les conditions auxquelles sont tenus un réfugié politique. Ils vont par exemple participer en 1992 au soutien aux frères musulmans de Bosnie qui mènent la guerre en Bosnie. Ils vont aussi participer, pour certains d'entre eux, au rassemblement de l'Union des organisations islamique de France qui se tient chaque année au Bourget, en appelant à renverser tous les régimes laïques, tous les régimes du Maghreb. C'est donc de sérieuses protections dont bénéficient ces gens-là pour pouvoir continuer leur activité politique, tout en étant recherchés par Interpol et en se trouvant en France. Recherchés au plus haut degré, donc avec des notices rouges, celles qui pour des atteintes à la sûreté de l'État, ce genre des meurtres, etc. Oui, alors si vous me permettez, Raphaël, je vais préciser quand même pourquoi ce titre 56
56. 56, c'est le nombre des principaux hauts fonctionnaires et dirigeants politiques français qui sont impliqués depuis les années 90, je pars des années 90 et je m'arrête aux principaux, dans le soutien, dans la protection et dans l'armement, le soutien politique à des groupes criminels de l'organisation des Frères musulmans. Alors, vous avez été, vous êtes toujours journaliste, mais vous avez travaillé notamment pour des grands titres de la presse mainstream. On pourrait citer, si je me trompe, vous m'arrêtez, l'Humanité, les Échos, VSD. Pourquoi aujourd'hui vous ne publiez pas les résultats de vos enquêtes dans ces journaux-là? Pourquoi vous n'êtes pas invité à la télévision pour dénoncer ces liens qui sont gravissimes entre le pouvoir politique français et des groupes terroristes? Je vais vous expliquer, c'est une censure qui s'exerce de manière continue. Je vais vous donner un exemple. En 1991, 92, j'ai publié une première enquête qui partait d'un fait divers, un fait divers qui était grave puisque c'était une femme algérienne qui se trouvait dans la banlieue sud-est de la région Île-de-France et qui vivait à l'européenne avec son mari et qui avait une profession qui était un ouvrier qualifié, des enfants qui allaient à l'école laïque et tout se passait très bien jusqu'au jour où à cette époque un cousin de son mari est arrivé en France donc avec un visa touriste et a débarqué chez lui pour y être hébergé. Et en 3 semaines, pratiquement, il a renversé complètement la manière de penser du mari de cette femme. C'est-à-dire que cette femme a plongé du jour au lendemain de la modernité dans un Moyen-Âge que l'on ne pouvait imaginer en 1990 en région parisienne. Et elle s'est retrouvée, par exemple, elle a été battue, elle a été emmenée à la mosquée pour jurer sur le Coran qu'elle n'avait pas d'amant. Elle ne devait plus s'habiller à l'européenne, mais porter le hijab et la gandoura. Elle a été privée de téléphone puisque, au prétexte de ne pas communiquer avec les impurs. Donc tout un tas de choses qui l'empêchaient de vivre normalement et elle ne savait plus que faire. Donc cette femme veut témoigner en disant il y a d'autres femmes qui sont dans mon cas. Donc je réalise ce reportage sous l'anonymat bien sûr pour la protéger. Je préviens en même temps parce que cette femme a eu la chance elle d'avoir 3 frères qui étaient des Kabyles qui se trouvaient en région parisienne et qui ont débarqué du jour au lendemain quand on a pu les prévenir et qui l'ont sauvée et qui ont prié au cousin de rentrer chez lui et de disparaître à jamais sauf à connaître le sourire kabyle. Et ce qu'on appelle le sourire kabyle, vous savez ce que c'est? C'est au couteau, oui. Voilà. Exactement. Donc l'individu a disparu. Cette femme a pu être sauvée, mais elle me dit je veux parler au nom de ces femmes qui sont répudiées à Barbès, à Belleville. Il y a d'autres femmes dans mon cas. Ils ont des faux papiers. Allez les voir, je vous en supplie, monsieur, faites ça pour nous. Nous ne savons pas vers qui nous tourner. Et à partir de ce fait divers, de ce simple fait divers qui m'intrigue au départ, parce que cela me semble inimaginable en 1990 en région parisienne, eh bien je vais me retrouver dans des réseaux intégristes internationaux. Et surtout avec des ministres français à l'époque socialistes, puisqu'il ça commence avec Monsieur Jox, mais après il y a eu Monsieur Marchand, il y a eu Monsieur Quilès et d'autres jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas, qui ont protégé des individus membres de cette mouvance idéologique. Je ne savais pas qu'ils allaient venir si tôt. Et donc je continue. Et si vous voulez, je me retrouve à partir d'un fait divers, au sein d'une actualité internationale. Pour publier cet article à VSD à l'époque, je n'ai eu aucun problème. Mais quand je continue mon enquête, et que je remonte les filières que je suis en France, en découvrant les sociétés que possèdent ces gens, certains qui achètent comptant à l'époque 600 000 francs des pavillons qui se situent en région parisienne, d'autres qui ont des imprimeries, des entreprises de bâtiments, etc., donc qui ont une activité économique relativement importante, qui rencontrent régulièrement des membres, des dirigeants ou des membres de la DST qui sont chargés de suivre leurs activités en France et auxquels ils racontent bien évidemment ce qu'ils veulent. Je constitue donc un dossier complet puisque je me dis, si j'étais rédacteur en chef d'un journal et que j'ai un journaliste qui vient me voir en me disant, bien voilà ce que j'ai trouvé, il y a des individus qui sont recherchés par Interpol, par l'Organisation internationale de la police criminelle, pour des crimes graves, pour des atteintes à des bâtiments publics, pour des meurtres, pour des attentats à l'explosif contre des avions.
je dirais au gars, bah, donne-moi tes preuves. Donc je constitue des dossiers, les sociétés, je remonte toutes les filières. Alors c'est un travail qui dure un an et demi. Oui, c'est un travail de longue haleine. Un travail de longue haleine. Je vais dans les cités, je rencontre les associations, je discute avec les jeunes, avec des femmes qui ont été répudiées, et puis après, je participe, je serai le seul journaliste à pouvoir rentrer dans le meeting du Fils qui se tient à Paris le 29 mars 1992, où je réussis à récolter des informations. Donc Et le Fils, pour les internautes les plus jeunes, qui sont nés d'ailleurs c'est après... le Front islamique du salut algérien. D'accord, c'est qui sont responsables d'une série d'attentats dans les années 90 en Algérie. Voilà. Et quand je veux publier donc cette deuxième partie, où je dispose des preuves, bien évidemment, je vais voir le rédacteur en chef de VSD de l'époque, je lui propose mon reportage. Il veut dire oui, c'est un beau sujet, pas de problème. Nous sommes le vendredi, là, un vendredi soir. Et il dit il n'y a pas de problème, on fait ça. On ne discute même pas du financement parce que ou du paiement du reportage. Pour moi, il n'y a pas de problème. Je collabore avec VSD depuis plusieurs années et on a toujours joué le jeu sur des reportages, y compris les reportages que j'avais fait à l'époque en Union soviétique, donc des reportages qui étaient un peu lourds à gérer, etc., mais qui se sont toujours très bien passés, donc il y avait une relation de confiance. Et quand je reviens le lundi, la rédaction, triste mine des journalistes, des confrères, je leur dis ça va les gars, bah, tout le monde baisse sa tête devant son ordinateur, je vois la maquette du journal qui est faite, il n'y a plus que les titres et les intertitres à mettre, mais le texte est imprimé et maquetté avec les photos que j'ai amenées, des extraits de fiches d'Interpol, dont j'ai réussi à obtenir la photocopie et dont j'ai pu voir les originaux, bien sûr. Et puis le rédacteur en chef me dit, bien écoute, on peut pas publier ton reportage, tu comprends? Ah ben j'ai dit, attends. Faut que tu m'expliques ça. Alors il m'emmène dans son bureau, puis il me dit, tu comprends, faut qu'on soit d'accord sur une chose. Un directeur de journal a le droit de publier ce qu'il veut dans son journal. Oh, et je dis, écoute, ne me prends pas pour ce que je ne suis pas, on va gagner du temps. Dis-moi pourquoi ça ne te paraît pas. Alors un peu embarrassé, il me dit bah, tu comprends, pour les lecteurs, ce ne sont que le sujet n'est pas vraiment dans l'actualité d'abord. Alors j'ai dit attends, si le sujet n'est pas dans l'actualité, excuse-moi, mais il y a des intellectuels algériens qui sont actuellement en train de se faire assassiner, des fonctionnaires, des militants démocratiques, des communistes et autres, des femmes dans les villages qui refusent de porter le voile, etc. Tahar Djaoud, qui était un poète algérien, vient de se faire aussi assassiner la semaine dernière. Faut que tu trouves autre chose. Oui, mais alors tu comprends, pour les lecteurs, ce ne sont que 4 terroristes de plus. Ah, je lui dis, attends, pas n'importe lesquels. Je dis, regarde, voilà la photocopie de quelques-unes des fiches d'Interpol que j'ai vu les originaux, et je peux te garantir l'authenticité des documents. Et évidemment, il ne savait plus quoi répondre. Et alors, ça s'est terminé. Je paye les frais de téléphone et puis un ou deux déplacements. Voilà comment. Et à partir de ce jour-là, si tu veux, j'ai quitté VSD parce que j'estime que quand on fait la profession de journaliste, on peut effectivement avoir affaire à la censure. Mais on ne peut pas avoir affaire à la lâcheté puisqu'un journaliste se doit de rapporter les faits qui sont sur le terrain, que cela plaise ou non. Et je pense du reste que les lecteurs de VSD auraient aimé connaître cette réalité. Alors effectivement, tu enquêtes sur ces réseaux islamistes depuis la fin des années 80, début des années 90. J'aimerais qu'on revienne sur les attentats de Paris, puisqu'aujourd'hui donc il y a eu l'hommage aux victimes rendu par François Hollande, aux Invalides. Qu'est-ce que ça t'inspire, cet hommage aux victimes de la part du président français? L'hommage aux victimes, c'est quelque chose de naturel pour le peuple français. C'est une partie de la France qui est touchée au travers de cet attentat. Concernant le président français, c'est une vaste hypocrisie. Il ne faut pas oublier que M. Hollande, comme chef des armées, a pris seul la décision, nous sommes quand même au XXIe siècle, a pris seul la décision d'armer des groupes criminels en Syrie, qui sont présentés dans certains médias modérés, dans certains médias comme une opposition modérée, pardon. Mais cette opposition modérée, qu'est-ce que c'est? Cette opposition modérée, c'est le Conseil national syrien mis en place par les frères musulmans qui, depuis plus de 50 ans, mènent des actions terroristes pour renverser le gouvernement laïque de la République arabe syrienne. Cette opposition modérée, c'est l'armée syrienne libre, qui n'est que la copie de l'armée de libération de la Syrie qui avait été mise en place par les mêmes frères musulmans en 1982 pour tenter une autre tentative de coup d'État
d'État prendre le pouvoir et imposer leur pouvoir religieux par la force. Ce que vous dites, c'est que l'ASL, l'armée syrienne libre, ce ne sont que ce que on appelle parfois des rebelles, ne sont que des terroristes, si j'ai bien compris. Complètement. Du reste, ils n'ont D'ailleurs, fait que. ma question c'est, Jean-Loup. Oui, Ma pardon. question c'est que quid du CNS, cette instance politique qui avait été créée à Paris et à Ankara, si mes souvenirs sont bons, et qui regroupait des opposants de l'étranger, qui n'avait, semble-t-il, peu de base ou aucune base populaire en Syrie. Qu'est-ce qu'il est devenu ce CNS? On n'en entend plus trop parler. Ah ben, le CNS, si vous voulez, est aujourd'hui pris dans ses contradictions puisqu'il a été monté de toutes pièces par les services des États-Unis, du Qatar, de l'Arabie Saoudite, de l'Angleterre, de la France, avec le soutien de la Turquie. Alors la Turquie s'est déjà engagée dès cette époque ouvertement dans le soutien à ces groupes criminels. Le CNS a été monté de toutes pièces par les frères musulmans. Alors évidemment aujourd'hui il gêne. Du reste, ce n'est pas par hasard que tous les migrants que l'on voit arriver en France, en Allemagne, en Angleterre, disons sur l'Europe occidentale, s'ils sont tantôt syriens, tantôt irakiens, tantôt afghans, etc., ils viennent tous de Turquie. Il faut savoir que le Haut Commissariat aux réfugiés de l'Organisation des Nations Unies dispose d'un budget de plus de 360 millions de dollars pour la seule année 2015 et pour la seule Syrie, pour les camps de réfugiés, des gens qui sont sur place là-bas à cause des combats qui sont de la guerre qui se déroule sur place. Et cette guerre, ce n'est pas la guerre de la France, cette guerre c'est la guerre des dirigeants français, c'est la guerre des dirigeants états-uniens contre les dirigeants de la République arabe syrienne. Il s'agit ni plus ni moins pour Washington d'abattre le régime le régime syrien pour mettre en place un régime qui leur convienne, ou sinon même ne pas mettre en place un régime qui leur convienne. L'essentiel pour eux, c'est d'installer le chaos comme ils l'ont fait en Irak pour que leur transnationale de la finance et du secteur énergétique puisse pomper les richesses de gaz et de pétrole de la Syrie. Il est là le fond du problème. Oui, certains veulent en fait démanteler la Syrie en plusieurs entités, et c'est également le sort qui pourrait attendre l'Irak et voire même le Yémen et l'Arabie Saoudite, selon certains analystes. Espérons pour l'avenir de cette région que ça ne soit pas le cas. Un dernier mot éventuellement donc sur la couverture médiatique des suites des attentats. C'est vrai que on commence timidement à remettre en question la politique étrangère française, mais ça fait 4 ans qu'on n'a pas entendu grand-chose. Oui, alors à ce sujet, écoutez, je vois beaucoup, je lis la presse française, je regarde la télévision, je vois les médias. Je voyais encore l'autre jour dans Marianne, il y a eu une enquête de plusieurs pages sur les intégristes, sur l'islam, etc. Mais ce que je constate, c'est qu'aucune chaîne de télévision ni aucun média de la presse écrite ne met en cause les dirigeants français, comme je le fais dans mon livre, preuve à l'appui, bien sûr, parce que quand on porte des accusations comme je les porte contre les dirigeants français, ce sont des accusations graves, il faut donc apporter les preuves de ce que l'on avance. Ne met en cause le pouvoir politique français dans la situation actuelle. Or, s'il y a des attentats aujourd'hui en France, ce n'est ni plus ni moins tout simplement parce que les dirigeants français et principalement Monsieur Hollande ont pris la décision politique de soutenir des groupes criminels présentés évidemment par la duplicité, avec l'habileté dont savent faire preuve les frères musulmans, présentés évidemment comme des démocrates, une opposition modérée. Alors je ne sais pas la différence entre une opposition modérée et une opposition extrémiste. Sans doute Monsieur le Président de la République pourrait nous l'expliquer. Alors peut-être que l'opposition modérée ne se contente que de faire des attentats à coups de voitures piégées, et l'opposition extrémiste, elle, décapite ou assassine froidement à la mitrailleuse lourde plusieurs centaines de civils, comme ils l'ont fait dans certaines régions en Syrie. Alors c'est sans doute là que se trouve la différence entre l'opposition modérée et l'opposition extrémiste. Toutefois, permettez-moi quand même de souligner quelque chose. Je souhaite beaucoup de plaisir à Monsieur Poutine, qui commence à parler d'une opposition qui pourrait peut-être s'asseoir à une table des négociations, parce que toute cette opposition a été fabriquée de toutes pièces à l'initiative de Washington, et elle a été faite uniquement avec le pendant de l'opposition. Leur outil de travail, l'outil de travail de Washington, c'est la confrérie des frères musulmans.
Très bien. Et avec en toile de fond, effectivement, l'Arabie Saoudite et le Qatar qui sont un petit peu les alliés des Occidentaux dans la région. J'avais trouvé une formule quand j'étais en Syrie. Une formule, je sais pas, tu pourras rebondir là-dessus peut-être. Ils se présentent, François Hollande et les autres se présentent comme des porteurs de valeurs. Ils ne sont en fait que des porteurs de valises, les valises du Qatar. C'est vrai qu'on les voit souvent faire la navette là-bas. Donc ils doivent sans doute avoir leur part. Oui, il faut dire aussi que c'est intéressant, mais c'est affligeant. C'est que le Qatar et l'Arabie Saoudite sont deux dictatures avec lesquelles l'actuel pouvoir entretient d'excellentes relations. Ce sont des soutiens au terrorisme sur toute la région du Moyen-Orient, pas seulement sur la Syrie. Il y a eu du reste des notes que je vais publier dans le tome 2 du Trésor américain qui désignent nommément des financiers de ces groupes terroristes qui sont actuellement sur la Syrie. Mm-hmm. Mais il y a un partage, une lutte entre le Qatar et l'Arabie Saoudite pour essayer de s'imposer un peu. Ce sont des régimes finissants, au-delà des fastes et puis de ce que l'on peut voir dans les médias où l'on présente ces pays très riches, enfin des familles très riches, parce que le peuple, les immigrés qui viennent travailler crèvent de faim. Tout à fait. Ils se disputent l'hégémonie sur la région. Alors ça, c'est retombé aussi sur la composition des organisations dont vous parliez tout à l'heure, comme le CNS, l'armée syrienne Nimr, etc. Parce que tantôt, le Qatar et la Turquie veulent favoriser tel groupe, alors que l'Arabie Saoudite et les États-Unis préfèrent en favoriser d'autres. Donc, ce qui fait que vous avez des différences parfois et des changements dans les compositions à la tête de ces organisations. Mais sur le fond, c'est la même confrérie des frères musulmans qui mène le bateau et qui est l'outil de travail des États-Unis, comme elle l'a été contre la Libye, comme elle l'a été contre la Tunisie, comme elle l'a été contre l'Égypte et comme elle l'est aujourd'hui contre la Syrie. Eh bien, Jean-Louis Isambert, merci beaucoup pour votre analyse. Et donc, je rappelle le titre de votre livre, 56, tome 1, L'État français complice de groupes criminels, donc sorti aux éditions IS Éditions. Voilà, donc c'est sorti il y a un mois environ. Merci à... Je vous remercie et rendez-vous au tome 2. Voilà, à très bientôt.